Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Moment Cannes 2025. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec un nouveau copain. Je suis avec Firas. Salut mon copain. Salut copain, comment ça va? Écoute bien, très content de te voir par ici, parmi nous, pour parler un petit peu de Cannes. Donc, évidemment, comme c'est ta première, on va te poser deux, trois questions. Qui es-tu, Firas? L'homme, allez, on va dire, l'homme qui aime à la fois le Milan très fortement Ouais, et en même temps la Côte d'Ivoire très fortement? Est-ce que ça peut te correspondre? ouais, je pense. Bah, écoute, mon lien rapidement avec la Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, d'un père qui est né en Côte d'Ivoire, donc j'ai la nationalité, j'y ai grandi, j'ai baigné dans la culture, ivoirienne, Mmh. donc forcément, tu sais, j'ai un lien très particulier avec ce pays, avec cette équipe nationale. Pays, dans lequel je retourne assez souvent, Mmh. encore aujourd'hui. J'ai encore toute ma famille là-bas, donc ouais, et puis c'est une équipe nationale que je suis de très près depuis tout gosse. OK. C Ouais, donc c'est mon c'est pas autre pays 2023 d'origine. que c'est arrivé en fait. Non, non. C'est long, ça fait enfin, tu l'as en toi, quoi. Ouais, bah, forcément, tu sais, je suis libanais d'origine. Au Liban, on n'a pas d'équipe nationale, donc le lien, il s'est fait aussi assez naturellement. Enfin, quand je dis: «On n'a pas d'équipe nationale», tout est Non, relatif, mais mais oui, voilà, le lien, il s'est oui, fait oui. très naturellement avec cette équipe des éléphants. J'ai grandi en voyant, Didier Drogba, Yaya Touré et tout ce beau monde, donc oui, non, c'est ouais. Puis ouais? Et puis de l'autre côté, même si là on va plutôt parler CAN et peut-être évidemment Côte d'Ivoire, sans forcément spoiler, mais il y a aussi un côté, AC Milan aussi, si je me trompe pas. Et là, moi ça me parle, hein, personnellement, moi ça me parle bien ce côté AC Milan. Ouais, bah, mon premier lien avec le monde du football, j'ai grandi dans une famille qui est pas forcément très, fan de football. Mon premier lien avec le monde du football, il s'est fait via ce club, donc via le Milan. Je suis tout de suite tombé amoureux. J'ai grandi avec, bah, un peu comme je disais avec Drogba, Yaya Touré, bah, là, c'est plutôt Kaka. Mmh mh. C'est le joueur qui m'a fait aimer ce sport à la base. Mmh. Et puis j'ai vécu, toutes les périodes sombres des 15-20 dernières années. Maintenant, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux, on va dire tout est relatif. Je suis quand même assez jeune, mais donc j'ai pas forcément connu les grandes années de gloire. Je suis arrivé moi en 2005, donc j'ai Ouais, quasiment ouais, j'ai eu Athènes en 2007 et après j'ai quasiment eu ouais, non, là, que ça de a la pas été sympa. Pantera, quoi. Ça a pas C'est été ça, ouais. sympa, ça a pas été sympa parce que, OK, tu commences, comme tu le dis, très fortement avec Kaka et cette belle époque, mais derrière, ouais, ça souffle Ouais, encore, on va dire, jusqu'en 2012 avec encore un peu, des petites performances, un scudetto et alors après, à partir de 2012, mon pauvre, oui, là, ça a été ouais. compliqué, mais je partage, hein. J'ai malheureusement, la même lecture, mais voilà, je vais juste aussi préciser une petite chose, c'est que derrière moi, vous n'allez pas forcément comprendre, c'est qu'il y a Zico derrière moi, pas forcément de lien sur la CAN, on vient de parler de l'AC Milan, de la Côte d'Ivoire, mais voilà, pour terminer ta présentation, je pense que Zico, on va dire que ça fait partie de tes influences, pas majeures, mais principales en tant que. Ouais, quand même, quand même. C'est, j'ai eu une petite période sur ma fin d'adolescence où déjà depuis très jeune, j'ai toujours été très curieux. J'ai toujours eu ce truc-là de, j'aime bien fouiller, comprendre ce qui a été fait avant, ce qui a amené à ce que je connais aujourd'hui, comprendre l'histoire de ce sport tout simplement, et je Mmh pense mh. que le football, c'est un sport qui est tellement beau, tellement noble que en tant qu'amoureux de football, la moindre des choses, c'est justement de s'intéresser à toute son histoire et d'essayer de la comprendre au maximum. Mmh. Donc j'ai toujours beaucoup fouillé, toujours été très, très curieux. Zico, c'est un nom qui, depuis très jeune, m'a toujours fasciné, et fin d'adolescence, j'ai eu une petite période où, peut-être que je me retrouvais plus trop dans le football, des Ouais. années, fin des années 2010, début des années 2020. Mmh. Hem Et je pense que surtout à ce moment-là, je me suis vraiment replongé
dans le football des années 60, 70, 80 principalement, un peu des années 90, mais surtout 60 à 80. Hem et Zico, déjà que c'était quelqu'un qui me fascinait parce que sa coupe de cheveux, le numéro 10, moi je suis un amoureux des numéros 10, que ce soit Ouais. Riquelme, que ce soit Aymar, que ce soit Kaka, un autre type de numéro 10, mais ça reste un 10. Hem, il me fascinait déjà de base et quand je me suis repris les matchs, je me suis dit: «Ah oui, OK, c'était vraiment quelqu'un». Et Ah oui, oui, non, non, si vous me connaissez peut-être un peu sur Twitter, bah, j'ai cette fameuse photo de profil, Zico depuis maintenant plusieurs années qui ne bouge pas. C'est peut-être à ça qu'on pourrait me reconnaître. Sinon, si jamais vous pouvez aussi me retrouver sur d'autres médias, par exemple, Le Taureau Média, sur YouTube, une petite chaîne qu'on vient de lancer, ou encore Milan Show sur Twitter où on fait, bah, du coup des spaces autour du Milan, assez régulièrement ah et bah, voilà. voilà, ça c'est une vraie présentation. Là, franchement, vous avez, là, vous savez un peu, à qui vous vous adressez. On parle, de quelqu'un qui a une sacrée, je le dis, je suis plus âgé que toi, mais qui a une sacrée culture football et qui m'a, à certains endroits, couché. Et autant te le dire, c'est pas très souvent que ça m'arrive sur Twitter de me faire coucher par déjà quelqu'un, mais alors quelqu'un de plus jeune, c'est un peu rare. Mais là, je le dis, donc c'est aussi pour ça que bah, je t'ai invité et que j'ai envie de partager un petit peu de sujets foot avec toi. Et puis, bah, on vient d'en parler un petit peu. On a ce club commun, l'AC Milan. On vient de parler de la CAN. Bon, bah écoute, j'ai essayé de faire un petit lien et je pense que le lien, il est plutôt pas mal. Donc, je vais te proposer le premier sujet de notre moment CAN, qui va être Franck Caissier. Et on va poser la question, est-ce que Franck Caissier, c'est toujours le taulier de la Côte d'Ivoire? Et on va aussi se poser la question ensemble, est-ce que le capitaine doit être remis en question dans cette CAN 2025? Donc, toi, spontanément, mon copain, je te pose la question, est-ce que pour toi, Caissier, c'est toujours le taulier de la Côte d'Ivoire pour cette CAN 2025? Bah, écoute, sujet très épineux. C'est un sujet qui est souvent ramené sur la table, là, ces dernières semaines, du côté des communautés de fans de Ouais. football ivoirien. Parce Mhm. que forcément, aujourd'hui, Kessié, effectivement, il est de plus en plus remis en question, en tout cas sur ce début de CAN. Est-ce que c'est toujours le taulier? Je sais pas, j'ai envie de te dire, quand je regarde cet effectif, qui ce serait d'autre? Peut-être Ndika, peut-être Ouais, Hamad, peut-être c'est Hamad, les mais 2 auxquels je Hamad. pensais. C'est les 2 auxquels je pensais spontanément parce que peut-être que dans le leadership naturel, peut-être pas et vu leur expérience dans l'équipe, encore moins. Mais par contre, vu leur état de performance, dans cette CAN 2025, se pose la question un minimum, je pense. Je pense que Ndika quand même, c'est bon, il reste, quoi, il a 26-27 ans, c'est un 99 il me Ouais, semble, c'est si je ça. dis pas de bêtises. Mais c'est quelqu'un qui a pour le coup vraiment ce truc du leadership très naturel, depuis même très jeune. Ça commence à faire un petit moment maintenant qu'il est en équipe nationale. Je serais pas étonné qu'il ait passé le cap des 50 apparitions sous le maillot ivoirien. Ouais, Puis c'est un garçon qui même en club a une certaine expérience, qui connaît l'Europa League, qui connaît la Champions League. Si jamais Kessié était amené à perdre sa place, pour moi, le brassard devrait revenir à Ndika et ce serait même pas, ça se ferait de façon très naturelle. tu penses? Alors, Maintenant, tu vois, ça m'intéresse, tu vois? C'est que tu penses que là, par exemple, Emers Faé, s'il il venait, alors oui, on est obligé de parler de comme ça, de destituer le brassard de caissier et le mettre handicap, tu penses que ça poserait pas un vrai problème de management dans ce vestiaire-là? je pense que en fait, tout dépend de la façon dont c'est amené. Ouais, Effectivement, si tu t'adresses au vestiaire et que tu dis: «Écoutez, à partir de maintenant, on a un nouveau capitaine, c'est Ndika», forcément, c'est problématique. Si tu le fais dans les médias, encore une fois, c'est problématique. Maintenant, si sur un match, Kessié démarre le match sur le banc, il te faut bien un capitaine, on va dire, de circonstance sur le terrain. ouais, Faudrait que ce soit Ndika. Maintenant, si Kessié, est amené à entrer en cours de jeu, il récupère son brassard. Ça reste le capitaine officiel. ouais. Donc, Hem, on va dire, tu arriverais je le destituerai pas.
à le maintenir sans véritablement le destituer, ou sinon, nous, on en avait parlé dans un précédent débat sur la chaîne, c'est-à-dire c'était peut-être le faire démarrer, parce que là, on va arriver aussi à son rôle aussi, tu vois, sur le terrain, mais c'est-à-dire peut-être le faire démarrer, et donc il commence avec le brassard de capitaine le match, et donc il n'est pas destitué, mais par contre, là, on va se poser aussi la question, est-ce qu'il peut tenir les 90 minutes? Moi, j'ai la sensation que non. Et que peut-être c'est peut-être le premier à devoir sortir du milieu de terrain et que, on va dire, tu diffuses un petit peu l'idée qu'il n'est plus le véritable taulier. Moi, c'est une idée qui, je trouve, pour faire très simple, tu le sors à la 60e et tu fais rentrer un Seko Fofana qui, pour moi, n'a pas les 90 minutes dans les jambes. Ça me paraît plus solide que de laisser Kessié, véritable capitaine et taulier de cette sélection. Euh, En fait, justement, et c'est là que je disais le sujet il devient très épineux parce que aujourd'hui, dans le rendement pur, si on oublie l'aspect capitana, Mhm. Kessié est clairement pas indiscutable, en tout cas sur ce début de CAN. Et On est puis même, d'accord. j'ai envie de te dire sur ce qui a été fait depuis 2 ans, Mhm. bah, depuis la dernière CAN. Il est parti en Arabie Saoudite aussi, donc quand tu vois que sa concurrence, certains jouent aujourd'hui, sont peut-être même sur la pente ascendante, d'autres sont au pic de leur carrière. La question mérite d'être posée. Ah ouais. Maintenant, le sujet il devient épineux dans le sens où il est capitaine. Donc comment tu gères ça? Est-ce que tu peux te permettre de mettre ton capitaine attitré sur le banc? C'est compliqué. En 2023, ça a été fait. Enfin, non, il n'était pas capitaine justement. En 2023, il Ah a été oui, mis sur le banc. c'est Il a ça. été mis sur le banc, mais il était troisième capitaine à l'époque. Il y avait Serge Aurier et il y avait même Max-Alain Gradel qui était Exactement. vice-capitaine, Ah ben, c'est qui ça. démarrait à ce moment-là. Faé le fait partir du banc contre le Sénégal. C'est le Et seul match où il n'est pas titulaire. Parce que justement, on avait constaté, parce que les 3 premiers matchs de poule, on les avait fait avec, essayer sans garer. le re oui, non, mais je voulais dire le regretté, paix à son âme, Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Oui, t'as raison. Gasset, et sous Jean-Louis Gasset, justement, on avait ce milieu à 3, Kessié, Sangaré, et Seko Fofana. Et ce que Emers Faé a expliqué, parce qu'il a repris l'équipe donc à partir des huitièmes de finale, à partir du match contre le Sénégal, Ouais. il fait partir, Kessié du banc et il démarre avec Seko, Oui. Sangaré et derrière eux, Seri. Et Seri, je vais y revenir tout à l'heure parce que pour moi, c'est vraiment le profil qui, pour moi, est indispensable dans cette équipe. Mais pour le moment, parlons juste de Kessié. Kessié part Mhm. du banc. Ce que Emers Faé explique plusieurs semaines plus tard, donc juste après la CAN, c'est que ce qu'il avait remarqué, c'est que quand les 3 démarraient ensemble, bah, en fait, c'était 3 très bons joueurs individuellement, mais que les 3 se ressemblaient trop. Ils étaient Ouais, trop similaires dans leurs caractéristiques, donc c'était c'est pas ça. assez complémentaire. Kessié part du banc et il entre en jeu, il fait une entrée qui met tout le monde d'accord et c'est à partir de là, Il enfin, s'impose, la question se il pose plus. s'impose. Ouais, Ouais. on est d'accord. Et c'est sa première vraie bonne prestation de cette CAN. Donc partir du banc aussi, ça lui a je pense que ça l'avait piqué dans son orgueil. Je suis Surtout totalement que d'accord. ça l'avait piqué dans son orgueil, certains anciens cadres de la sélection qui étaient parce que la CAN était en Côte d'Ivoire, donc il y avait pas mal d'anciens joueurs qui étaient avec le groupe, Mhm. notamment Aruna Dindane, Mhm. heu, Ouais. avaient pris Kessie à part. Ils avaient quand il lui avait été annoncé qu'il allait démarrer sur le banc, ils avaient essayé de jouer leur rôle de grand frère, lui expliquer que Mhm. c'était pas une fin en soi, que forcément c'est une déception de démarrer comme remplaçant, surtout quand tu es censé être un des 4 de la sélection, mais c'est pas une fin en soi. Ton moment il va arriver et à ce moment-là, va falloir jouer tes cartes. Ce que Kessie a très bien fait, il a accepté cette décision avec beaucoup d'humilité et à partir de ce fameux huitième contre le Sénégal, il fait une très, très bonne CAN et si je dis pas de bêtises, il est élu meilleur joueur de la compétition. Oui, 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 parce que Alors que sa phase de poule est pas folle. ah non, 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 la première phase de poule, tu l'as dit, ça manque de complémentarité véritablement entre les trois. Pareil, on en a déjà parlé. Le milieu, il est, on va dire, c'est un peu le milieu fantasmé. Sangaré, Seko Fofana avec Kessié. Le seul problème, tu l'as dit, ça manque de lien à un endroit. Ouais, je sais même pas par où commencer tellement en fait.
Là, il y a un problème dans le pressing, il y a un problème dans celui qui va se retrouver derrière, celui qui veut se retrouver devant à se projeter. Et les trois ont ces capacités-là. Donc, OK, ça marche pas. Et tu as raison de commencer à en parler. Il y a eu Seri qui est arrivé dans ce milieu-là. Il a été piqué et ça a correspondu aussi, si tu me diras si je me trompe, mais un peu à un Seko Fofana qui a commencé un peu à baisser de pied aussi. Alors que sur le premier quart, sur le début de la compétition, j'ai trouvé que Fofana était était mieux. Est-ce que Ouais. là, encore une fois, tu vas être obligé dans ce milieu de terrain, Sangaré, Kessié, Seko Fofana, tu es obligé d'en sacrifier un au minimum. Parce qu'on l'a vu là en 2025, ça ne fonctionne plus. On est d'accord. Oui, bah, clairement, là où je voulais en venir, c'est que Ouais. en 2023, tu l'as fait, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui parce que Kessié n'avait pas ce statut de capitaine. Aujourd'hui, il a ce statut de capitaine. Aujourd'hui, la phase de poule a clairement mis en évidence le problème qui était déjà, que Emers Faé avait déjà très bien identifié il y a 2 ans, c'est que Mhm. ces 3 là, ça ne peut pas marcher ensemble. Maintenant, est-ce que c'est toujours possible, comme tu l'as fait il y a 2 ans, de sacrifier Kessié? Je ne sais pas. Heu, c'est beaucoup plus délicat à gérer, justement parce qu'il y a cette question du brassard. Comment tu annonces à ton capitaine: «Bah, tu vas partir du banc»? Ça peut se faire, mais encore une fois, ça va dépendre du management, de la gestion humaine de Faé. Mais effectivement, il faut en sacrifier un des 3 Toi, et je te pose la question l'un à toi. Toi, tu sacrifierais lequel? bah, déjà pour moi, Seko, il doit aujourd'hui, c'est le moins bon des 3. Clairement, On est d'accord. Seko, il doit sauter. Maintenant, avec Kessié, il y a d'autres problèmes aussi qui font qu'il est pas tout à fait, indiscutable et qui Mhm. font que même, heu, lui et Seko, les 2 pourraient sauter. Hem Ok. Donc, Pourquoi? attends. Parce que Kessié, en fait, Kessié, il y a un vrai problème dans l'abattage défensif Ah et oui, oui, oui. on l'a eu quand même, toi comme moi, on l'a eu pendant de longues années à Milan. Je pense qu'on Ah, connaît très bien le joueur. Kessié, notamment à Milan, dans un milieu à 3, ça a quasiment toujours été compliqué. Il a été très bon quand Pioli l'avait repositionné dans ce double pivot, oui, où il était accompagné de Ben Nasser et c'est là que c'est d'accord. intéressant parce que Ben Nasser, dans le profil technique et physique, il ressemble beaucoup à un Seri Ah, et série, ouais. il ressemble beaucoup à un Christinao Boulaï. Je suis d'accord. Il ressemble pas à un Sangaré, il ne ressemble pas à un Seko Fofana. Hem, Donc, toi, Maintenant, moi, en fait, je vois un caissier aujourd'hui dans ce milieu à 3. Aujourd'hui, la pointe basse, en tout cas sur ce début de compétition, c'était plutôt Sangaré. Sur le Garé, premier ouais. match, ça a été Seri. Mhm. Sangaré en pointe basse, plus jamais, parce Ah pour ouais. moi, il n'a pas les qualités pour. Non, Mais je vois un caissier qui évolue du coup en 8, mais c'est un peu le 8 le plus haut sur le terrain. le plus haut sur le Heu, terrain. ouais et j'ai l'impression, je sais pas si c'est lui qui veut plus les faire ou si c'est, Emers Faé qui lui demande qui l'a déchargé des tâches défensives, mais Kessié ne participe plus sans ballon. Ne participe plus sans ballon et il nous met beaucoup en difficulté parce qu'aujourd'hui, on a un milieu qui est amené à prendre l'eau si tu un de tes 3 éléments Ah qui bah ne oui. t'aide pas. Ah ben oui, et puis plus la compétition va avancer, et plus là, tu vas avoir besoin d'un caissier, on va dire, plus mobile et capable d'être utile en phase défensive sans ballon, comme tu l'as dit, et que si tu n'attends que ce rôle de régulateur chez lui, pour lequel il est très fort, ça, il n'y a pas de problème, contrôler le tempo et tout ça. Sauf qu'il y a des moments où tu vas être obligé, on va dire peut-être de courir après le ballon, et courir après le ballon, cette version de caissier, j'avoue que je me pose des questions. Maintenant, tu as amené ça un peu sur le tapis avec série. Moi, j'entends bien. Maintenant, on en a déjà parlé sur la chaîne aussi. L'état de forme de série, c'est un vrai point d'interrogation là en 2025. Parce qu'en 2023, on est bien d'accord, c'est peut-être lui, c'est peut-être en tout cas ce changement-là qui te fait gagner la CAN. Peut-être. Mais là, en 2025, rappelle-moi, il est où? Il est en Slovénie? C'est en Slovénie, je crois qu'il Il est. est en Slovénie à Maribor, ouais, effectivement Maribor. Et il et joue pas, il il joue a presque pas en plus. Et je crois ouais, de mémoire, il joue pas beaucoup en plus. il a disputé, il me semble, 5 matchs sur les 12 derniers mois. Ok. Donc clairement
Ouais, et j'avais même vu des indiscrétions d'un de ses coéquipiers, ivoiriens de Ouais. Maribor, comme quoi, Seri, il est clairement pas en jambes. En tout cas, ça, c'était, à peu près un mois avant le début de la CAN. On m'a laissé, comprendre qu'il était clairement pas en jambes et qu'il manquait beaucoup de rythme. Maintenant, il fait le premier match le match d'ouverture contre le Mozambique. Ouais, contre le Il fait Mozambique, il est un il fait un match très intéressant et c'est peut-être pas le joueur le plus en vue, mais en tout cas, il se rend, très utile. Il dispute et après 60 très bonnes minutes. Après ouais, il 60 disparaît, très en bonnes fait. minutes. Après, c'est un peu voilà. Maintenant, contre le Cameroun, il joue pas parce que forcément, c'est le Cameroun en face. Je pense que Faé a voulu apporter plus d'impact au milieu de Ouais, terrain. Finalement, impact. on a vu que, bah, ça a pas eu l'effet escompté. Sur le dernier match de poule, il revient. Il Ouais, fait, contre le Gabon. je pense qu'il fait 90 minutes contre le Gabon. Mmh. Donc je pense que techniquement, il est en train de monter en puissance. Il est en train de prendre du rythme. Maintenant, Seri en lui-même n'est pas indispensable. C'est pas l'individualité Seri qui est indispensable, c'est vraiment son profil. C'est le profil, je suis d'accord, Et je suis d'accord. je pense que si Seri, effectivement, n'est pas en condition physique pour assumer un 1/8 de finale, un quart de finale de coupe d'Afrique des Mmh nations, mh. bah, il faut lancer Inao. Parce que je pense qu'Inao Ah oui, peut parfaitement, remplir ce rôle-là. Je pense qu'il a les caractéristiques pour. En fait, aujourd'hui, c'est très simple. On a besoin devant cette défense, d'un profil, quelqu'un qui soit, résistant à la pression, mmh quelqu'un qui mh. soit capable de ressortir des ballons proprement, quelqu'un qui soit capable de recevoir le ballon dos au jeu et de réorienter le jeu, de donner le rythme du jeu Tu me fais la et c'est description là pas de s'engarer. Christina, tu me fais la Exactement. description de ce que j'ai pu voir. Moi, je suis pas un spécialiste, je le découvre. Pour le coup, Ouais. je vais pas, je suis loin d'avoir ton niveau d'expertise sur la sélection ivoirienne. Donc moi, je le découvre un petit peu comme beaucoup de gens pendant cette CAN. Et force est de constater, ça, oui, ça correspond au profil que tu viens de dire. En plus, il a cette qualité technique que n'a je vais pas te dire que Seri n'a pas, mais j'ai senti chez lui vraiment, ouais, pour moi, le potentiel pour être le titulaire. Maintenant, est-ce que c'est pas dans le profil un poil trop offensif? Dans... Est-ce que c'est pas plus un espèce de 8 plutôt qu'un 6 devant la défense? Moi, j'ai tendance à préférer ce genre de profil-là devant une défense parce que en fait, ça me rappelle beaucoup un Verratti, tu vois? C'est ce que j'allais te dire. Hein, Et Verratti, moi, je préfère Verratti en pointe basse. Maintenant, tout dépend de par qui tu l'accompagnes et c'est pour ça et c'est là que je disais, Mhm. Seko premièrement doit sauter parce Ouais, qu'aujourd'hui, je pense qu'il est un peu sur la fin, même ça se voit en club et c'est aussi là que je disais, Kessié aussi, il peut aussi potentiellement sauter parce que si tu mets un Inao ou un Seri, peu importe, et que ouais. tu l'accompagnes par un caissier qui déjà ne fait pas les efforts défensifs, là, ça devient très Mhm. compliqué. Ah oui, ouais, Là, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, ça peut très bien tu peux potentiellement aligner un milieu à 3 Inao, Sangaré, caissier, mais mhm. il faut faire comprendre à caissier qu'on veut le caissier, qu'on a Oui, eu en 2020 et 2022, sous Pioli à Milan. Qu'on veut ce ouais. caissier-là qui est capable de même peut-être même sacrifier les efforts dans le dernier tiers, mais qui en fasse plus derrière, tu vois? Qui soit là, qui ait de l'abattage défensif, qui soit là à la récupération. Sur ça, je suis d'accord. Sur ça, je vais être d'accord avec toi. Maintenant, on va se dire les choses. Est-ce que sincèrement, Caissier, il est en capacité de pouvoir se mettre au service, parce que là, pour le coup, c'est au service et du coach et du collectif, et de faire un peu moins briller la lumière sur lui pour justement permettre cet équilibre-là et donc faire un peu le sale boulot. Est-ce que toi, sincèrement, que tu milites pour qu'il fasse ça, je pense qu'on va être d'accord. Maintenant, est-ce que tu le penses en capacité de pouvoir le faire d'ici le prochain match là, contre le Burkina Faso et voire même un peu plus si la compétition continue. C'est la grosse interrogation. Ouais. Est-ce que je l'en pense capable? Je vais te dire oui, parce que je l'ai déjà vu le faire en club pendant de longues années. Mmh. Je me souviens d'un caissier qui pendant des années, faisait un peu le Henderson role à Mmh mh. Liverpool, dans le sens où il couvrait toutes les montées de Théo Hernandez sur son couloir, Ouais, ouais. et Théo Hernandez, c'est pas le latéral le plus défensif. Moi, j'ai déjà vu Kessié le faire et ce qui me conforte dans cette idée, c'est quand je vois
toutes les courses vers l'avant qu'il fait depuis le début de la compétition. Ouais. Parce que on peut me dire: «Oui, Il est il plus a pris présent, de comme l'âge». tu l'as dit, il est plus présent offensivement C'est que ça. défensivement. Alors que dans son On va rôle, me dire normalement, tu dois en attendre plus, en fait. Bah, c'est ça. En fait, ce qu'on va me dire, c'est qu'il a pris de l'âge, il a plus le coffre. D'accord, il a plus le coffre, mais est-ce qu'on voit la j'ai pas le chiffre exact, mais si, je serais pas surpris que ce soit le joueur qui parcourt le plus de kilomètres dans cette équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'il fait énormément de courses vers l'avant. Tu fais pas autant de courses vers l'avant si tu as pas de coffre. Donc c'est clairement pas une D'accord. question de coffre pour moi. Et moi, je me demande, pour moi, il y a 2 hypothèses. Soit Emers Faé l'a déchargé des tâches défensives, il lui demande d'être plus présent dans le dernier tiers, ce qui pour moi est un non-sens. Soit c'est Kessié lui-même, peut-être par ego, qui a plus envie de le faire, tout simplement. Mais Je c'est pas une question de capacité. D'accord. C'est Non, non, mais sur ça, je pense qu'on a la même sensation. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un joueur de 35 ans, tu vois, qui est box-to-box et qui peut peut-être être un peu plus sur, bon, bah là maintenant, j'ai un peu plus envie de profiter et de faire, comme je disais tout à l'heure, faire rejaillir la lumière sur moi. Non, là, on parle peut-être d'un gars, je suis assez d'accord, un peu un mix entre les deux. Peut-être qu'il y a une certaine liberté qui lui est accordée par Emers Faé. Et de l'autre, il y a aussi cette espèce de statut qu'il a maintenant, et en plus, encore une fois, il a le brassard autour du bras. Forcément, ça peut te conférer deux, trois, on va dire, privilèges et il se les auto-accorde, en fait. Et que c'est pour ça, dans ce truc-là, comment tu veux imaginer que, on va dire, aussi rapidement, ils se mettent au service du collectif. Sauf si tu as un Emers Faé qui le prend entre les quatre yeux, comme tu avais dit tout à l'heure, en 2023, avec des anciens et qui lui disent non, en fait, là, Franck, on peut pas aller plus loin avec toi, titulaire capitaine, si tu nous donnes aussi peu, défensivement. Bah, clairement, si on lui fait comprendre, que c'est pas suffisant ce qu'il apporte en phase défensive et que, il arrive à modifier ça pour la suite de la compétition, sa place de titulaire, elle est pas à remettre en question. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de retrouver ce caissier-là? Je sais pas. Si c'est pas possible, il doit perdre sa place lui aussi, et il faut aligner un milieu Inao Sangaré, quitte même à passer dans un double pivot avec un Mhm. vrai 10. Parce que en fait, le problème aujourd'hui avec Kessié, c'est qu'on se retrouve vraiment dans cet entre-deux-là, du 8 qui n'est pas un créateur, qui est pas capable de créer le danger dans le dernier tiers du terrain et qui fait pas non plus les efforts défensifs. Donc, soit tu le fais sauter, tu alignes un double pivot Inao ou Seri, peu importe. Enfin, Inao, Seri, Mhm. pour moi, c'est la même chose. Ouais, Inao, Seri, et le deuxième, ça doit être Sangaré, parce que Sangaré peut faire le travail défensif. c'est Et ça. maintenant, tu mets un 10, tu mets un vrai 10 qui n'est pas caissier, un vrai 10 qui peut être créateur, qui peut Et alors, c'est qui? apporter du danger dans le dernier tiers. Là, on dévie du débat, mais au final, tu alignerais qui dans cette espèce de poste de 10 ou de milieu plus avancé? Honnêtement, quand je regarde l'effectif de cette Côte d'Ivoire, quand je regarde juste la liste des 28, hein, sans, Ouais, sans ouais. même prendre en compte ceux qui n'ont pas été appelés à la CAN, c'est pas les ressources qui manquent. C'est pas les ressources offensives qui manquent. Tu pourrais mettre Amad Diallo en 10 et puis mettre Ouais, un Wilfried Zaha ou un Bazoumana Touré qui. ouais. Touré, moi, on parle beaucoup de Yann Diomandé, qui est un super joueur de football, Mhm. mais honnêtement, si on n'avait pas Yann Diomandé, Bazoumana Touré, je pense que beaucoup en parleraient comme un énorme crack. Le pauvre, il est juste maudit en fait d'être tombé sur le côté de Ouais, Yann Diomandé de parce Diomandé que à ce moment-là. Ouais, Bazoumana, c'est un 2006. ouais. Il a le même âge que Diomandé et c'est un super joueur de football. Il est en train d'impressionner du côté de Hoffenheim. Il est gaucher, donc il pourrait éventuellement jouer à droite, Mhm. avec un Amad Diallo en 10. Et là, ça pourrait devenir très intéressant parce que Hamad, il est beaucoup plus créatif que Kessié. Ah bah oui, non, bah là, c'est sûr que si tu mets dans ce poste-là, on va dire de meneur de jeu ou pareil de milieu le plus avancé à Matt Diallo à la place de Kessié, oui, ton jeu il change complètement. Maintenant, évidemment, tu vas peut-être perdre sur le côté droit ce que tu peux avoir comme force de vitesse de percussion, de dribble et de technique avec Amad Diallo. Maintenant, tu réorganises ton jeu. Maintenant, on va être très clair pour conclure notre débat. Est-ce que tu penses que Emers Faé va être en capacité de faire ses choix forts ou au contraire, qui va se dire un peu ce qu'il a, on va dire un peu la méthode Coué, c'est-à-dire pour l'instant ça fonctionne,
C'est pas extraordinaire, c'est pas génial, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je continue la fameuse recette. Je change pas une équipe qui gagne. Donc, le milieu, je le change pas forcément. Toi, tu penses, ça va être quoi le choix de Faé au final? Je pense qu'il va changer le milieu contre le Burkina. Non. D'accord. Faye, c'est quelqu'un qui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui a une très bonne lecture des situations. Ses analyses sont très souvent justes, et je pense qu'il sait ce qui va et ce qui ne va pas dans cette équipe. Mhm, Je pense qu'on peut s'attendre à ce que le milieu change. Je pense que Seko va sauter et ce sera probablement Inao à sa place ou Seri, peu importe. Mais je pense que Inao a mis beaucoup de gens d'accord sur ce match contre le Gabon. Maintenant, qu'est-ce qui va devenir de Kessié? Moi, je pense que Kessié va démarrer contre le Burkina. Par contre, ouais. je pense que contre le Burkina, on aura déjà un premier élément de réponse. Il y a deux possibilités. Soit tu as enfin ce caissier que tu attends, qui fait les efforts défensifs, parce que je sais pas, peut-être qu'il a eu le déclic, peut-être que Faye lui a fait comprendre qu'il le fallait. Mhm, Et à ce moment-là, sa place, elle est plus à remettre en question pour la suite de la compétition. mhm. Soit tu as le même caissier que sur cette phase de poule, et là, je pense qu'il n'est pas à l'abri de sauter pour les quarts de finale. Parce que je sais que Faé, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire des choix forts. Donc, il y a eu 3 matchs de poule, il va y en avoir un quatrième avec les huitièmes. Si tu es qualifié en quart et que tu as toujours le même caissier, là, Ouais. je ne serais pas surpris que Faé décide de faire un choix La fort. bascule. Et que la bascule, elle se fasse à partir du quart de finale. Enfin, C'est si possible. il y a qualification pour les quarts de S'il finale. y a qualification, évidemment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ouais, Oui, oui, mais faudra normalement, voir. Mais je pense que ça va dans la suite. contre le Ah, de Burkina, toute on façon, va déjà après, avoir une bonne. après, de toute façon, on va être très clair. Si la Côte d'Ivoire s'arrête, bah, la question, bah, elle a plus lieu d'être. Donc, Ouais, justement, la forcément. question, elle se pose vraiment sur la suite de la compétition. Dès là, ce mardi, avec le huitième de finale contre le Burkina Faso, mais il faut se projeter aussi un tout petit peu sur la suite de la compétition, le quart de finale éventuel donc contre l'Égypte et peut-être derrière le Sénégal ou le Mali. Donc là, forcément, comme on vient de le dire pendant ce débat, il faudra élever le niveau de jeu et que ce caissier qu'on a pu voir là, s'il reste sur les mêmes standards et sur les mêmes bases, bah désolé Franck, on t'aime beaucoup, mais il va falloir que tu ailles tâter un petit peu du banc, quoi. On est d'accord? Bah, surtout, c'est d'ailleurs très intéressant parce que tu fais bien de le rappeler. Si on bat le Burkina, on rencontre l'Égypte en quart de finale. Et face à l'Égypte, la bataille du milieu de terrain, elle va être centrale. Faudra pas la perdre. Ah oui. Faudra pas la perdre parce que les Égyptiens, c'est des morts de faim. C'est des morts Ah, de faim. Tu peux pas te permettre d'arriver face à l'Égypte avec des milieux de terrain qui ont pas trop envie, qui jouent un peu en. ah non, tu es obligé de euh, donner à 200%. Tu es obligé de donner à 200% et qui plus est dans ce secteur de jeu, on va dire clé et dans le foot moderne, mais surtout en Cannes face à l'Égypte, si tu réponds pas au milieu de terrain, ça va être compliqué. Après, c'est pas le genre d'équipe qui va, on va dire peut-être te mettre sous pression pendant tout le match où il va y avoir des temps forts et des temps faibles, mais par contre, le milieu de terrain, il va forcément falloir répondre. Donc, Franck, encore une fois, si tu as envie de garder ta place et surtout ton brassard, il va falloir un minimum que tu en fasses plus parce que sinon, Emers Faé, même s'il t'aime beaucoup, il t'a considéré comme un leader et un taulier, bah, il va être obligé de te mettre sur le banc, quoi. Et comme on l'a dit, il y a des solutions. Donc là, Franck, c'est toujours en gros, pour répondre à notre question, c'est toujours le taulier, mais il va falloir plus, quoi. ouais. On est d'accord? Je pense que jusqu'ici, oui, il y a encore taulier, mais attention, attention parce que les choses peuvent aller très vite. On est d'accord. Bon, je te propose un autre petit débat qui est là pour le coup moins technique et on va dire, pointu que celui qu'on vient de faire sur Caissier parce que on a plus de billes, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question ensemble. C'est sur l'Égypte. Est-ce que le duo Salah-Marmouche est-il vraiment compatible dans cette CAN 2025? Et je vais te poser aussi la question, est-ce que tu penses que ce duo-là peut envoyer l'Égypte en finale? Ou à l'inverse, tu penses que c'est plutôt la solidité défensive qu'on connaît de l'Égypte qui amènera cette Égypte en finale de la CAN? Pour moi, la réponse, elle est
clair, net, c'est la solidité défensive et c'est pas propre à cette Égypte. Je pense que de façon générale, historiquement, pour remporter une coupe d'Afrique des nations, moi j'ai tendance à le dire, pour remporter une CAN, il faut pas bien jouer, il faut être solide. Hem, des équipes qui jouaient bien en CAN, j'en ai vu plein et en Qui ont gagné, général, ça c'est fait plus pas long compliqué. feu. Ça fait pas Ouais, c'est long ça. feu. Mmh. Je pense notamment aux dernières équipes d'un Eric Chell, Ouais. que ce soit le Mali il y a 2 ans ou même le Nigeria Le cette année. Nigeria C'est actuellement, des ouais. équipes que, pour moi qui sont pas, profil, champion d'Afrique. L'Égypte, historiquement, a souvent gagné, avec un jeu pas flamboyant, hein. Ouais, c'est Clairement, ça. c'est un euphémisme de le dire, je pense. Ah ouais, clairement. Heu et sur ce début de CAN, je pense qu'on est dans la lignée de ce à quoi cette équipe d'Égypte nous a habitués. C'est une équipe qui sait souffrir, c'est une Mmh. équipe qui, quelque part, en a un peu rien à faire du jeu, de Ah ouais. produire quelque chose. S'il faut faire le dos rond pendant 90 minutes, on va le faire. Par contre, on peut sanctionner en contre parce qu'on a des flèches devant, parce que justement et c'est là que Salah et Marmoush Bravo. deviennent très intéressants parce que quand tu as une équipe qui est capable de défendre, à 8-9 devant ses cages comme ça Mmh mh. pendant 90 minutes, bah, c'est intéressant d'avoir des flèches comme ça devant ou, Bah, c'est pour ça que je te pose sur la une question. demi-occasion. En fait, je te rejoins, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as un plan de jeu avec une défense sur laquelle tu peux te reposer, on vient d'en parler un petit peu, un milieu de terrain batailleur, travailleur qui va faire, on va dire un peu le sale boulot de porteur d'eau et que tu as un duo comme ça, aussi séduisant et qui, sur le papier, est pour moi compatible. Salah et Marmoush, ça doit normalement pouvoir jouer ensemble et j'ai alors je sais pas si tu as regardé tous les matchs. Moi, je les ai regardés tous les matchs de l'Égypte. Moi, je reste sur ma faim. C'est-à-dire que je vois cette solidité défensive, je vois ce milieu travailleur, acharné, tout ce que tu veux, mais par contre, les 2, j'arrive pas à les voir véritablement, on va dire, combiner et mener, on va dire, l'Égypte sereinement vers, peut-être un 8e sacre. Moi, je reste sur ma faim, moi. Ouais, la question mérite d'être posée. Je sais pas à quel point les 2 seraient compatibles, ça c'est vrai. Maintenant, je pense que dans une équipe comme l'Égypte, il suffit que tu aies un mec devant qui soit capable d'exploits individuels pour Mmh mh. débloquer des situations des fois, parce que les matchs de l'Égypte, hein, c'est toujours les mêmes, hein, quel que soit l'adversaire. Ça va toujours être des matchs très fermés. Je pense que là, les 4 matchs, disputés par l'Égypte depuis ce début de CAN, c'est ça. C'est souvent des matchs très fermés où il se passe pas grand-chose, limite tu t'endors. Mmh. Et dans ce genre de match-là, tu as juste besoin d'un joueur avec un talent de classe mondiale capable de faire une différence, par un exploit individuel, dans une situation très tendue, sur une demi-occasion. Que ce soit Salah ou Marmoush, je pense que les 2 tu leur laisses un tout petit peu d'espace et ça peut très vite faire but. Donc Bah, surtout est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'être compatibles, d'être en osmose? Est-ce qu'ils ont besoin ah, de se comprendre, de se trouver les yeux fermés? Je pense pas que ce soit nécessaire, non. Dans la configuration tactique de ouais. cette équipe d'Égypte, je pense pas que ce soit nécessaire. Ouais, tu penses que, en fait, comme tu l'as dit, on se repose, pardon, sur les individualités. Elles, vu leur talent, à un moment donné, ça elles comme tu as dit, il y aura forcément une demi ou une occasion et on va compter dessus, C'est ça. pour pouvoir faire la différence et derrière on va dire la recette, on la connaît. On est bien pr on est bien on est solide derrière. Maintenant, c'est ça aussi la question. C'est que, voilà, on me pose la question sur Salah Marmoush. OK, tu sembles dire que ça peut être compatible pour pouvoir aller, loin dans cette CAN et même si, les 2 sont pas non plus en train de se faire des 1-2, des 1-2 à chaque prise de balle, ça peut amener quelque chose. Maintenant, je pose la question, moi, défensivement, là, tout à l'heure, je les ai vus contre le Bénin, bah, quand il a fallu gérer le fameux score, l'avantage, bah, ils se sont retrouvés à se prendre un but, bah, typiquement un peu comme j'ai vu les Tunisiens se prendre le même but contre les Maliens, avec tu gères mal, on va dire, ta défense. Et ce qui, normalement, est leur point fort, est-ce que là, justement, tu peux véritablement te reposer dessus? Contre l'Afrique du Sud, ça avait été parfait. Ils avaient fait le match parfait, à verrouiller tout ce qu'il faut.
Là, je te dis, contre le Bénin, et qui n'est pas non plus un gros outsider de la compète, bah, je les ai vus avoir un peu peur. Donc là, imaginons un quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Défensivement, je ne sais pas s'ils sont capables de pouvoir répondre. Je sais pas. Il me semble qu'il y avait des absents aussi aujourd'hui derrière, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises, je tout crois le qu'il y avait. monde n'était pas là. Ouais, ouais, je crois que tu as raison, il y avait un absent. Mais donc, toi, tu penses que Aussi. ils vont élever le niveau de jeu quand ils vont arriver justement en quart de finale contre la Côte d'Ivoire? Tu penses que ça. Je pense que oui, je pense que c'est, bah, en fait, le match contre l'Afrique du Sud, il est très intéressant parce que justement, ils font quand même 45 minutes à 10 contre 11 et c'est là que tu vois toute la force de caractère de ces joueurs. Hem Et tu sais, j'ai tendance à dire, moi, dans une coupe d'Afrique des nations, il faut un certain seuil minimal de talent Mhm, pour prétendre à une victoire finale. Mais au-delà de ce seuil, ça sert à rien d'ajouter de la qualité supplémentaire parce qu'une fois que tu as atteint le seuil nécessaire, c'est le caractère, et c'est le physique qui font la différence. ouais, Aujourd'hui, je pense que l'Égypte, avec, 5 ou 6 autres équipes, fait partie, de ces équipes-là qui ont atteint ce seuil de talent nécessaire. mhm. Maintenant, la différence, elle va se faire dans les têtes et je pense que question caractère, il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent regarder dans les yeux cette équipe de l'Égypte. Ouais, Hem, ça, c'est clair. je pense que oui, peut-être aujourd'hui, se sont fait un peu peur contre ce Bénin, mais je pense pas que ce soit très alarmant pour la suite. Moi, je pense que le niveau de jeu, il va s'élever de façon très naturelle pour la suite de la compétition. Surtout que, historiquement, l'Égypte, c'est un peu la bête noire de la Côte Tu d'Ivoire. vois. Ah oui, oui, forcément. Moi, j'ai en tête la finale de Cannes perdue. Forcément, ça reste un moment important. Donc, est-ce que là aussi, on en avait parlé dans une précédente vidéo, euh, là, s'il vient y avoir un quart de finale Égypte-Côte d'Ivoire, bon, attention, là, l'Égypte, on le sait, oui, 7 fois vainqueur de la CAN, tout ce qu'on sait. Maintenant, les Ivoiriens, s'ils arrivent en face, ils n'arrivent pas non plus tête baissée, ils arrivent comme champions d'Afrique en titre, et il y a quand même deux, trois certitudes en plus par rapport à la fameuse finale de Cannes de 2006 perdue. Oui, j'ai envie de te dire que sur papier, normalement, on devrait être plus fort. On devrait arriver plus ou moins avec ce statut de favori. Maintenant, je sais pas à quel point. Hem, je repense notamment à la génération dorée 2006-2012, qui a Mhm, souvent rencontré l'Égypte à l'époque et qui, sur papier, partait favorite. mhm, Et on connaît tous le résultat que ça a donné. Alors aujourd'hui, ça peut peut-être sembler anecdotique, peut-être qu'on les gens vont avoir l'impression qu'on est en train d'énoncer des stats qui, au final, veulent pas dire grand-chose. mhm. Mais la vérité, c'est que, les Égyptiens ont un ascendant psychologique très important sur les Ivoiriens, T'as raison, t'as raison. justement du fait de cette histoire et vous pouvez poser la question à n'importe quel Ivoirien, il y a personne qui est serein à l'idée d'affronter l'Égypte et je pense que ça travaille dans les têtes même des joueurs du groupe, aujourd'hui, de se dire: «Oui, on va potentiellement affronter l'Égypte en quart de finale». Donc non, c'est clairement pas anodin. C'est clairement pas anodin. Ce passif entre ces 2 sélections n'est clairement pas anodin et ça peut faire pencher la balance. Clairement, c'est pas rassurant. Maintenant, oui, on a les armes pour, on a la qualité pour, on a ce statut de champion en titre. Hem, Ça change. Pour moi, ça redistribue un peu les cartes. C'est-à-dire que, bien évidemment, le passé glorieux et tu l'as dit, la crainte inspirée par l'Égypte sur le continent et même spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, pas de problème, je l'entends, ça me parle. Par contre, encore une fois, cette CAN 2023, gagnée dans ces conditions-là, la qualification enchaînée derrière pour le Mondial 2026, là, ce scénario, encore une fois, un peu improbable avec la première place qui est gagnée par les Ivoiriens dans les dernières secondes du premier tour. Je sais pas. Je pense que là, c'est le moment pour la Côte d'Ivoire de peut-être, on va dire, briser la fameuse malédiction qu'il y a vis-à-vis de cette équipe. Maintenant, j'entends bien les craintes aussi de l'autre côté. Il y a eu des grandes générations ivoiriennes par le passé qui étaient sur le papier meilleures
que cette Égypte. Et au final, ça s'est mal fini. Donc, ok, ça, je comprends. Maintenant, pour juste recentrer et terminer un peu juste notre débat sur le Salah, sur Salah et Marmouche, est-ce que tu penses, par exemple, justement, contre la Côte d'Ivoire, tu vois l'un des deux être en capacité de pouvoir faire ce que tu as dit tout à l'heure, le petit coup d'éclat, capable de pouvoir les battre, ou au contraire, ça va être la solidité défensive qui va faire le boulot contre la Côte d'Ivoire, si on se projette. Bah, je pense que les deux, enfin c'est un tandem, je pense que les deux Ouais. vont travailler ensemble. Là, tu peux compter sur la solidité défensive pour verrouiller pendant 90 minutes et tu peux compter sur les deux devant pour sanctionner dès qu'il y a un semblant d'occasion qui va se présenter. Donc, ouais, même si, tu sais, même si Salah et Marmouche, les deux sont peut-être un peu en difficulté aujourd'hui sur ce début de saison en club Mhm. et même sur ce début de CAN, ça reste des joueurs de très grand talent, ça reste des joueurs de classe mondiale. Et il faut pas leur en donner beaucoup à ces mecs-là. T'en demandes pas beaucoup pour te faire mal. Donc, non, je pense que l'Égypte va avoir besoin de ces 11 éléments. C'est peut-être bateau ce que je dis, mais il va forcément, sans la solidité derrière, moi je pense qu'elle sera au rendez-vous. Mhm. L'Égypte pourrait prendre l'eau. Et inversement, si t'as pas les mecs devant pour sanctionner, bah, ça va être compliqué. Maintenant, l'Égypte, ça reste une équipe aussi qui est capable de tenir 120 minutes à 0-0 et puis même aller au tir au but sans grande Ouais, pression, faire le ouais, travail. mais là, pour le coup, sans faire véritablement une preview de ce duel, si ça va au penalty, je pense que la Côte d'Ivoire a un véritable avantage par rapport à l'Égypte. Parce que El Shenaoui, je le trouve beaucoup moins fort que ces dernières saisons. Et pour moi, Yaya Fofana, je vais pas aller jusqu'à spécialiste des penalties, mais il en a quand même sorti quelques-uns. Je partirais pas aussi confiant si ça doit aller jusqu'au penalty pour l'Égypte. Moi, c'est ma vision. C'est possible, c'est possible. Après, El Shenaoui, est-ce qu'il y a eu des pénaltys tirés contre l'Égypte sur ce début de CAN? Je Non, il a pense pas, il pas. a pas eu de péno. Il a pas eu de Ouais. péno dessus. Parce que je sais qu'El Shenaoui aussi, pour le coup, c'est vraiment un spécialiste des tirs au but. Même s'il est peut-être un peu en difficulté. Quoique, je l'ai trouvé même très bon face à l'Afrique du Sud. Pour moi, Ouais, c'était contre mon la homme du match. d'accord. Là, ce C'était soir, bon, le but, il est quand même un peu pour lui. La balle est Ouais, quand même, c'est bon, vrai. pas géniale. Après, il y a un espèce d'effet. Donc, bon, vas-y, à la limite, ok. Mais c'est que surtout, voilà, c'était pour terminer, mais je pense que Yaya Fofana, pour moi, a pris du niveau depuis cette CAN 2023. Et je le trouve pareil, bon sur les pénaux. Il avait arrêté un péno important en 2023 contre le Mali. Euh, ce côté-là, j'avoue que, attention, la Côte d'Ivoire pourrait aussi inciter l'Égypte à pas attendre, on va dire, ces pénaux, parce que, voilà, moi, je me rappelle de certaines séances de tir au but où c'était pas des grands gardiens. Je trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a un meilleur gardien. Donc, à voir. À voir. Je sais pas. Je m'attends vraiment pas à une Égypte qui prenne des risques face à la Côte d'Ivoire. Je m'attends pas à une équipe à une équipe qui va se découvrir, qui va peut-être pratiquer un jeu peut-être plus ouvert que d'habitude. Je m'y attends absolument pas, surtout pas face à la Côte d'Ivoire. Euh, C'était le plan de jeu face à l'Afrique du Sud, face à l'Angola, alors qu'ils arrivaient en tant que favoris et même leaders de leur groupe. C'était le cas lors du match d'ouverture. C'était encore le cas, je trouve, aujourd'hui face au Bénin. Je, je serais surpris que ça change sur la suite de la compétition, surtout face à un gros comme la Côte d'Ivoire qui, pour le coup, peut te faire très très mal en contre. Donc, non, je m'attends vraiment à une équipe qui va rester dans son habituelle rigueur défensive. Ouais, je sais pas. On verra Non, non, bien, mais mais je pense qu'on a la même ouais. sensibilité. Ça sera compliqué d'arriver à les sortir. Que ça soit Côte d'Ivoire ou si ça va plus loin, pareil, c'est le Sénégal ou le Mali de l'autre côté du tableau. Bah, ça sera aussi pareil, bien compliqué pour cette équipe-là si l'Égypte va plus loin. Et idem si ça va jusqu'en finale, faudra les sortir. On a la même sensibilité.
Maintenant, voilà, même si, comme tu l'as dit très, très justement, l'un va pas sans l'autre, la solidité défensive et le duo, bien évidemment, tu as besoin des deux. Maintenant, permets-moi juste de dire que j'en attendais un peu plus sur cette CAN, surtout sur des matchs un peu plus à la portée de l'Égypte. Je ne m'attendais pas à un football champagne et qu'ils gagnent 4 ou 5-0 chaque match, mais quand même un peu plus. Et dans ce un peu plus, bah, j'avoue que j'attendais un peu plus de Salah et Marmouche. Mais bon, enfin, comme tu m'as dit, tu m'as convaincu. Ils n'ont pas besoin de ça pour pouvoir gagner et leur objectif, c'est de gagner la CAN, peu importe le style de jeu. Donc, on va les laisser faire comme ils font. Tu sais, moi, j'ai un truc avec l'Égypte, depuis tout jeune. Quand je regarde l'Égypte, moi, en CAN, je n'ai jamais d'attente. Que ce soit au niveau du jeu ou même, au niveau du contenu des matchs, je n'ai jamais aucune attente. Tout ce que je regarde, c'est le résultat à la fin. Est-ce que le résultat, il est là? OK, il y est, très bien, on avance et je pense que c'est comme ça qu'ils sont dans leur tête, aussi bien les joueurs que l'entraîneur, que le peuple même égyptien. Faut pas regarder l'équipe d'Égypte en ayant des attentes. Ok. Même si en face c'est le Botswana, même si en face avec tout le respect, Mhm, je ouais, ouais. pense à des équipes qui ont pris des corrections, pendant cette CAN. Le Botswana notamment contre le Congo ou le Sénégal. Bien, ouais. Bah, si l'Égypte, gagne 1-0 contre le Botswana dans un match très compliqué, Ils sont contents. je serais pas inquiet pour la suite pour eux. Non, en fait, il faut se dire que c'est une équipe qui sait culturellement, se satisfaire du strict minimum. Ça a toujours été comme ça, il y a pas de raison pour que ça change et je pense même que ce serait mauvais que ça change un jour. Bah, après, ça pourrait permettre un autre débat plus tard, mais je comprends parce que l'ADN, la philosophie, on a gagné comme ça et ça reste aussi et ça forge aussi un football, enfin l'identité d'un football. Et ça, je comprends. Maintenant, et c'est pour ça aussi que je posais cette question-là dans ce débat, c'est que je veux bien quand peut-être tu as des joueurs plutôt moyens plus et qu'il n'y en a pas un ou deux qui se démarquent, mais quand tu as des joueurs de ce calibre-là, ok, il y a cette bonne vieille recette qui fonctionne, je comprends, mais rien ne t'empêche que quand tu joues l'Ouganda, bah, tu joues peut-être un poil plus offensif et tu essayes un poil plus de proposer quelque chose. Même si j'ai Ouais, bien compris que l'idée générale, c'est les 3 points et c'est pas forcément d'aller plus loin. C'est un plus s'il y a du spectacle, il y a des buts, mais l'important, c'est d'avoir c'est juste ces 3 points. Mais bon, voilà, c'est pas tout le temps qu'ils vont avoir dans leur équipe et Salah et Marmouche. Donc, c'est vrai. voilà, c'est pour ça Après, que clairement, moi je te rejoins, j'ai la même sensibilité que toi. Je parlais, en ce début de vidéo, je parlais de mes joueurs préférés. Je pense que ça se voit très vite que je suis un amoureux du beau football. Mhm. Maintenant, je sais pas, moi j'ai juste intériorisé le fait que, bah, écoute, c'est comme ça. Avec l'Égypte, c'est comme ça et ce sera toujours comme ça et honnêtement, moi, je pense que sur cette partie de tableau, l'Égypte, c'est vraiment l'épouvantail. Je pense que l'équipe qui réussira à sortir de l'Égypte ira au bout. Au bout, j'entends, ira en finale. Après, Ouais, ouais, je la suis finale, d'accord. c'est autre chose. Je Mais, je suis assez mhm. pour moi, l'Égypte, c'est vraiment le gros morceau de cette partie de tableau. OK, bah, écoute, je partage, mais voilà, on va être assez d'accord. On n'exige plus parce on connaît la bonne vieille recette égyptienne, mais on espérerait plus. Maintenant, clairement, va falloir les sortir et bon courage à l'équipe à la sélection qui va les sortir parce que c'est loin d'être un cadeau. Bon, et ben écoute, je te remercie mon copain. Merci à toi Merci. d'avoir participé à ce petit moment Cannes où on a parlé et de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte. C'était un vrai plaisir. Bah, merci à toi pour l'invitation déjà. Forcément, ça fait super plaisir de pouvoir discuter de cette équipe de Côte d'Ivoire, de cette CAN, que je suis, de très près et puis, ouais, Tu peux le dire maintenant. On enregistre en plein pendant le Nigeria-Mozambique. Donc, si pendant le live, vous nous avez vu peut-être
avoir l'œil qui virait un peu à droite ou à gauche parce qu'on avait un peu l'œil. Bon, il y a 2-0 il y a 2-0 pour le Ouais. Nigeria au moment où on parle. On peut se dire que le Nigeria est qualifié. Je pense que ça peut. Non? Ou tu Je restes encore pense que prudent? oui. Non. Non, je pense que oui. Je vois pas beaucoup cette équipe du Mozambique inquiéter cette équipe du Nigeria. Enfin, je les vois pas réagir à 2-0 en tout cas. Non, moi non plus. Je pense que là, c'est cuit. Ils ont déjà fait un beau parcours en arrivant jusqu'en huitième de finale. Et je te pose la dernière question, hein, vraiment, et après, je te laisse. Demain, le Algérie-RDC. T'es neutre, hein. Là, pour le coup, t'es neutre. Je suis neutre aussi. On a fait déjà un débat sur la chaîne. Spontanément, tu vois quoi? Plutôt la maîtrise algérienne ou les transitions rapides congolaises? J'ai beaucoup de mal à me prononcer sur ce match, mais écoute, je vais dire Algérie. Je vais dire l'Algérie parce que ça a été très fort sur cette phase de poule. Je pense que il y a des messages forts qui ont été envoyés au-delà même du contenu des matchs. Il y a des messages très forts qui ont été envoyés et qui sont très rassurants sur l'état d'esprit Mhm. du groupe et sur probablement, je pense qu'ils ont, comment dire, calmé certains de leurs vieux démons de ces dernières années. Ces dernières années, ouais. Je suis d'accord. Notamment, aucune victoire en CAN depuis 2019, notamment, les débats, constants, sur la présence de Mahrez qui marque dès la deuxième minute de jeu, de ce début de CAN. Je pense que tout a C'est bien été mis de enchaîné. côté. Ouais. Et tout s'est bien Ils ont enchaîné depuis le début de cette CAN avec le début du match contre le Soudan, ça pouvait être compliqué. Et puis bah, pour finir, ça tourne bien et au final, tu gagnes 3-0. Après, derrière, le Burkina, c'est pareil, match un peu accroché, mais tu vas le gagner. Et là, derrière, tu fais, on va dire, quasiment une démonstration sur 45 minutes contre, OK, une Guinée équatoriale qui est qui est la tête à l'envers, mais qui est toujours un peu chiante à jouer. Et là, ouais, tu étales un truc de fou. Ouais, franchement, cette Algérie-là, on l'a déjà dit pareil sur la chaîne, on les attendait pas à ce niveau-là dans cette canne-là tout de suite. Donc oui, les voir là contre la RDC, qui fait partie des équipes un peu frissons de cette canne, ouais, je pense qu'on est tous d'accord, on est tous un peu hypés, mais c'est vachement difficile d'arriver à se positionner. Donc toi, tu dirais plutôt Algérie, mais pas non plus d'une grosse longueur. sans grande conviction, je te dirais. Parce que, au-delà même du niveau de jeu affiché, j'ai la sensation qu'il y a vraiment un climat très apaisé autour de cette Mhm. équipe. Donc, je pense que les joueurs arrivent quand même avec beaucoup de sérénité. Mhm. Maintenant, en face, ça reste le Congo, c'est un gros morceau. C'est une équipe qui peut faire très, très mal en transition. Heu, c'est peut-être pas non plus l'équipe tactiquement, c'est peut-être pas non plus l'équipe idéale à jouer pour l'Algérie. Donc, ouais, je m'attends à un match quand même très disputé, mais j'ai envie de te dire, c'est du 52-48. J'ai envie de Ouais, te c'est dire ça. Algérie. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre et il y a pas un gros écart. En tout cas, on espère juste, et je pense que là, on va être d'accord et c'est un bon point pour terminer, qu'on ait un match plutôt ouvert et qu'on se tape pas, on va dire, le match véritablement purge avec tout le monde enfin, les deux équipes qui prennent aucun risque et pris par l'enjeu. Moi, personnellement, le Afrique du Sud-Cameroun que j'ai pu voir hier, si on peut être dans ce type de match-là, j'avoue que je dirais pas non, si c'est possible, hein. Ouais. D'accord. Bon, et ben écoute, encore une fois, merci à toi, Firas. Merci à toi d'avoir participé à ce moment. C'était un vrai plaisir. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, bah, tu reviens quand tu veux. Tu es chez toi au FC Copain. Maintenant que tu as fait ta première avec Zico derrière, bon, maintenant, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Ouais. Bah, écoute, ça fait vraiment plaisir et puis, bah, j'espère à très bientôt. Eh ben, écoute, comme je te l'ai dit, tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Et puis bah nous, on se retrouve très vite. Hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous bah, si pour vous, Franck Caissier, c'est toujours le taulier de la Côte d'Ivoire pour cette CAN 2025. Dites-nous si pour vous aussi, vous attendez un peu plus de de Salah et Marmouche avec l'Égypte ou si vous êtes bah, vous êtes un peu résigné à l'idée qu'on ne les verra pas forcément développer plus de jeux. Voilà, comme je l'ai dit,
N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.